voici la leur. Il existe des affaires qui ne meurent jamais vraiment. Des histoires qui traversent les décennies comme des fantômes, qui reviennent hanter les prétoires, les journaux, les consciences collectives. L'affaire Agnès Leroux est de celle-là. Une disparition. Un corps qu'on n'a jamais retrouvé. Un amant que la justice a mis 37 ans à condamner. Et quelque part, au fond de tout cela, une jeune femme de 29 ans, prise dans une toile d'araignée tissée d'argent, de pouvoir, de passion et peut-être de sang. Avant d'aller plus loin dans cette histoire troublante, si vous aimez ce que vous entendez, si la narration vous happe dès les premières secondes, pensez à laisser un like à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Contes Criminels. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires que l'on n'oublie pas. Et maintenant, plongeons ensemble dans les ombres de la Côte d'Azur. Nice. La promenade des Anglais. Dans les années 1970, ce ruban de lumière longeant la mer Méditerranée est l'un des endroits les plus glamour d'Europe. La ville brille de mille feux, attire les riches, les puissants, les ambitieux. Mais derrière les façades dorées des palaces, derrière les rires des salles de casino, se cachent des rivalités féroces. Des hommes prêts à tout pour contrôler les tables de jeu, les flux d'argent, les permis d'exploitation. C'est dans ce décor à la fois somptueux et corrompu que va se nouer le destin d'Agnès Leroux. Nice n'est pas seulement une ville de villégiature. C'est une ville où le politique, le mafieux et le mondain se mélangent dans une danse périlleuse, où les sourires de façade dissimulent des couteaux dans le dos, et où une jeune femme héritière, belle, fragile et amoureuse, n'a peut-être jamais eu la moindre chance. Agnès Gloria Leroux naît le 14 septembre 1948 à Neuilly-sur-Seine, dans une famille bourgeoise et ambitieuse. Son père, Henri Leroux, est un homme d'affaires prospère, ancien administrateur de la Société des Bains de Mer de Monaco. Sa mère, Renée Bousquet, née le 22 décembre 1922, est une ancienne mannequin devenue femme d'affaires redoutable. Ensemble, ils forment un couple puissant, enraciné dans le tissu économique et social de la Côte d'Azur. Henri Leroux acquiert le Palais de la Méditerranée, l'un des casinos les plus prestigieux de la promenade des Anglais. Un établissement majestueux, orné de sculptures art déco, symbole du luxe niçois. Quand Henri meurt en 1967, c'est Renée qui prend les rênes, une femme seule, veuve, face à un empire qu'elle doit gérer et défendre contre des concurrents de plus en plus agressifs. Elle a 4 enfants, Patricia, Catherine, Jean-Charles et Agnès, la Benjamine. Héritiers en indivision, ils sont liés par ce casino comme par une chaîne dorée, une chaîne qui, pour Agnès, deviendra peut-être un piège mortel. Agnès grandit dans l'opulence, mais l'opulence n'immunise pas contre la douleur, contre la solitude, contre les erreurs de jugement que fait le cœur quand il aime trop. Jeune femme dans les années 1960 et 1970, elle navigue entre le monde feutré de la haute société niçoise et une aspiration profonde à l'indépendance. En 1969, elle épouse Jean-Pierre Henquet, un mariage qui ne tient pas, qui s'effrite, et dont le divorce est prononcé en juillet 1976. C'est pour gérer ce divorce qu'elle engage un avocat niçois, un homme de 40 ans, élégant, cultivé, séduisant à sa manière. Maurice Agnelet. Né le 10 février 1938 à Monaco, ce juriste a bâti une réputation solide dans les milieux aisés de la Côte d'Azur. Il est vénérable maître d'une loge maçonnique qu'il a fondée à Nice, affiliée au Grand Orient de France. Il est ambitieux, calculateur, et il va devenir bien plus qu'un simple avocat pour Agnès. Entre le conseiller et sa cliente, une liaison s'installe, une liaison passionnée, obsessionnelle peut-être, qui va précipiter la jeune femme vers sa perte. En ce début d'année 1977, la situation du palais de la Méditerranée est critique. Renée Leroux est aux abois. En une seule soirée, son casino perd 4 millions de francs lors d'une partie de 30 et 40. Une partie que la mère d'Agnès soupçonne d'avoir été truquée. Truquée par qui ? Par son concurrent direct, Jean-Dominique Frattoni.
Frattoni est un personnage fascinant et inquiétant à la fois. Surnommé le « Napoléon des tapis verts », il possède le casino Le Rul, également sur la promenade des Anglais. Il est proche du maire de Nice, Jacques Médecin, alors secrétaire d'État au tourisme, et il nourrit un rêve grandiose, faire de Nice le Las Vegas européen. Pour y parvenir, il lui faut mettre la main sur le palais de la Méditerranée. René Leroux refuse de vendre, mais Frattoni ne s'avoue pas vaincu. Des soupçons planent sur lui, des liens présumés avec la pègre locale, avec la mafia italienne. Frattoni est soupçonné d'être ce que l'on appelle un prête-nom, une façade élégante derrière laquelle des intérêts mafieux agissent en toute discrétion. Et c'est cet homme-là qui va tendre la main à Agnès Leroux, par l'intermédiaire de son amant. Maurice Agnelet joue un double jeu. Il est l'avocat et l'amant d'Agnès, mais il est aussi le complice de Frattoni, engagé par ce dernier pour convaincre la jeune femme de vendre ses parts du casino, par qui permettrait à Frattoni de prendre le contrôle de l'établissement, au détriment de René Leroux. Agnelet a même caressé l'espoir de devenir le nouveau directeur du palais de la Méditerranée, un rêve de puissance dissimulée derrière des conseils juridiques et des mots doux chuchotés à l'oreille d'une femme amoureuse. Et Agnès cède. Le 30 juin 1977, lors du conseil d'administration du casino, elle vote contre le renouvellement du mandat de directrice générale de sa propre mère. Sa mère, Renée, qui a tout sacrifié pour cet établissement, qui s'est battue seule depuis la mort de son mari. Agnès l'a trahi, sous l'emprise de son amant, sous le mirage de l'indépendance financière que lui promet cette vente. En échange de ses parts, Frattoni lui verse 3 millions de francs, une somme considérable, versée sur un compte bancaire de la SBS à Genève, en Suisse, au nom d'Agnès Leroux et de Maurice Agnelet. L'été 1977 s'écoule dans une tension sourde. René Leroux est dévasté, trahi par sa propre fille, dépossédée de son casino. Elle ne comprend pas, ne peut pas comprendre. Comment Agnès a-t-elle pu faire une chose pareille? Agnès, elle, semble prisonnière d'une situation qu'elle ne maîtrise plus. Elle est sous l'influence totale de Maurice Agnelet, un homme qui jongle entre plusieurs femmes, entre plusieurs vies, entre ses ambitions personnelles et les intérêts de Frattoni. L'automne arrive, et avec lui, quelque chose bascule dans l'existence d'Agnès Leroux, quelque chose que personne ne verra vraiment venir. Dans l'appartement niçois de la jeune femme, on retrouvera plus tard un mot énigmatique, non daté, rédigé à la main, « Désolé, je dérape. Ici se termine mon chemin. Tout est bien. Agnès. Je désire que Maurice s'occupe de tout. » 5 phrases qui peuvent tout signifier et ne rien signifier. Un adieu, un message écrit sous la contrainte, une mise en scène préparée à l'avance par quelqu'un d'autre. Ce bout de papier deviendra l'un des mystères les plus débattus de toute l'affaire. Le 27 octobre 1977. Agnès Leroux disparaît. Elle quitte Nice au volant de sa Range Rover blanche, et plus personne ne la reverra vivante. Sa voiture disparaît elle aussi, et ne sera jamais retrouvée. Dans un premier temps, la police penche pour la thèse du suicide. Le mot retrouvé dans l'appartement semble le confirmer, une jeune femme instable, en proie à des doutes, qui décide de mettre fin à ses jours en un lieu inconnu. Mais René Leroux, la mère, elle, ne croit pas une seule seconde à ce scénario. Renée est une femme qui a survécu à la guerre, qui a tenu tête à des hommes puissants pour défendre son casino. Elle n'est pas femme à se laisser bercer par des explications de surface. Elle commence à creuser, à poser des questions, à rassembler des informations. Et très vite, son regard se pose sur Maurice Agnelet, l'homme à qui Agnès avait confié la gestion de ses affaires. L'homme qui, dès septembre 1978, récupère une partie des fonds versés par Frattoni dans une banque suisse, l'argent d'Agnès, que Maurice s'approprie, comme si sa maîtresse était définitivement hors d'état de le réclamer. En mars 1978, René Leroux dépose une plainte et une enquête est officiellement ouverte.
En septembre 1978, Maurice Agnelet est placé en garde à vue, mais il dispose d'un alibi en béton. Il affirme avoir séjourné avec Agnès à l'Hôtel de la Paix, à Genève, en Suisse, au moment de la disparition. Et pour confirmer cet alibi, une femme prend la parole, Françoise Losseur, l'autre maîtresse d'Agnelet, celle qui, pendant des années, sera à la fois l'amante en titre, la confidente et finalement la complice involontaire d'un crime présumé. Françoise Losseur confirme tout. Agnelet était avec elle à Genève. Il ne pouvait pas être à Nice. Il est innocent. L'enquête tourne en rond, faute de corps, faute de preuves directes, faute d'un alibi qui se soit effondré à ce stade. En décembre 1978, Agnelet est radié du barreau pour de graves manquements professionnels liés au volet financier de l'affaire, mais il reste libre, protégé par un alibi que tout le monde croit, pour l'instant. Maurice Agnelet n'est pas un homme qui reste en place. En 1980, il quitte la France pour le Canada, loin des juges, loin des soupçons, loin de la mère d'Agnès qui ne lâche pas prise. En août 1983, un avis de recherche international est émis contre lui. Il rentre en France le 8 août 1983 et est interpellé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il est écroué. Mais le 7 octobre 1983, la justice abandonne les charges criminelles, l'alibi de Françoise Losseur tient encore, et il est libéré le 17 février 1984. Le 30 septembre 1985, le juge d'instruction lui accorde un non-lieu pour le volet homicide. Officiellement, Maurice Agnelet est innocent du meurtre d'Agnès Leroux. Mais pour le volet financier, la Cour d'appel de Lyon le condamne en 1986 à 30 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis, pour abus de confiance et complicité d'achat de vote. Il purge une partie de cette peine et ressort libre. Pendant ce temps, René Leroux continue de se battre. Une femme seule contre des années de silence judiciaire. Contre un système qui semble avoir accepté l'idée qu'Agnès Leroux s'était tout simplement évaporée. Les années passent. Les années 80 s'écoulent, puis les années 90. Agnès Leroux reste une disparue, ni vraiment morte aux yeux de la loi, ni vivante dans la réalité de quiconque. Et René Leroux vieillit, mais son acharnement ne faiblit pas. En 1997, elle porte plainte contre Maurice Agnelet et Françoise Losseur, et cette plainte va tout changer. En juin 1999, Françoise Losseur apprend qu'elle pourrait elle-même être poursuivie pour complicité de recel de cadavres. L'ancienne maîtresse d'Agnelet, qui est entre-temps devenue son épouse avant de divorcer, prend peur. Elle se rétracte. Elle avoue avoir menti. Elle n'était pas en Suisse avec Maurice Agnelet lors de la disparition d'Agnès Leroux. Elle avait fourni un faux alibi, à la demande expresse de son amant. Ce revirement change tout. L'alibi s'effondre comme un château de cartes. Et en décembre 2000, le dossier d'homicide volontaire est rouvert. Maurice Agnelet se retrouve mis en examen pour homicide. 23 ans après la disparition d'Agnès, la machine judiciaire se remet en marche. En mars 2004, les faits sont requalifiés. On ne parle plus d'homicide mais d'assassinat, un crime prémédité, froid, calculé. Maurice Agnelet comparaît le 23 novembre 2006 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, à Nice. Le procès est un événement, la ville entière attend le verdict, les caméras sont là, les journalistes, les familles. René Leroux, alors âgée de 83 ans, est présente, droite, digne, les yeux fixés sur l'homme qu'elle tient pour responsable de la mort de sa fille depuis presque 30 ans. Mais le 20 décembre 2006, le jury acquitte Maurice Agnelet, au bénéfice du doute. Pas assez de preuves, pas de corps, pas d'aveu. Le parquet fait immédiatement appel. Pour René Leroux, ce verdict est un coup de massue, mais elle ne s'effondre pas. Elle se relève et continue. L'appel est entendu devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône,
à Aix-en-Provence. Le 11 octobre 2007, 30 ans après la disparition d'Agnès, Maurice Agnelet est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat. La condamnation est confirmée le 15 octobre 2008 par la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi d'Agnelet. 20 ans. Pour un homme qui a nié pendant 3 décennies, qui n'a jamais avoué, qui continue d'affirmer son innocence avec une impassibilité glaçante. Mais Maurice Agnelet ne se résigne pas. Ses avocats saisissent la Cour européenne des droits de l'homme. Ils arguent que le verdict n'a pas été motivé, que les droits de la défense n'ont pas été respectés. Et en 2011, un ancien truand marseillais, Jean-Pierre Hernandez, jadis impliqué dans la French Connection, vient brouiller encore les pistes. Il affirme qu'Agnelet est innocent, que la vraie coupable serait la mafia, qu'un certain Jeannot Lucchesi, membre du clan du parrain Gaëtan Zampa, aurait tué Agnès sur contrat, aurait jeté son corps dans les calanques, aurait fait écraser sa voiture. La commission de révision des condamnations pénales rejette cette demande en septembre 2012. Mais quelques mois plus tard, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la France. Le 10 janvier 2013, la Cour européenne des droits de l'homme tranche. La France a violé les droits de la défense de Maurice Agnelet. Le verdict d'Aix-en-Provence n'était pas motivé. La condamnation est annulée. Maurice Agnelet est libéré le 1er février 2013. Il sort de prison après presque 6 ans d'incarcération. Il a 75 ans. Il proclame son innocence. Le 31 janvier 2013, la Cour de cassation ordonne un 3e procès. Cette décision provoque une onde de choc dans la famille Leroux et dans toute la France juridique. Peut-on vraiment tout recommencer depuis le début ? Peut-on condamner un homme sans corps, sans aveu, sans témoin direct du meurtre, pour la 3e fois ? La question est vertigineuse. Et pourtant, le procès s'ouvrira, et il réservera un rebondissement que personne n'avait anticipé. Le 3e procès s'ouvre le 17 mars 2014 devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, à Rennes. Loin de Nice, loin de la Côte d'Azur, dans une ville bretonne qui ne connaît de cette affaire que ce que les journaux lui en ont dit. Maurice Agnelet a 76 ans. Il se présente vieux, fatigué, mais toujours aussi froid, aussi imperméable aux accusations. Les jours passent, les témoins défilent, les avocats s'affrontent. Et puis, le 6 avril 2014, quelque chose d'incroyable se produit. Un homme prend la parole. Guillaume Agnelet, le fils de Maurice Agnelet, son propre fils. Depuis Chambéry, via une déclaration lue devant la cour puis confirmée en visioconférence, Guillaume Agnelet dit au monde entier « J'ai un cas de conscience. J'ai un témoignage à apporter. Je suis convaincu que mon père est le meurtrier d'Agnès Leroux. » Il va plus loin. Il décrit ce que son père lui aurait confié. Comment il aurait tué Agnès dans son sommeil, d'une balle dans la tête, quelque part à Monte Cassino, en Italie. Comment il aurait jeté ses affaires dans une rivière, abandonné son corps nu dans une forêt, garé sa Range Rover sur le parking d'une gare, clé sur le tableau de bord, avant de rentrer à Nice en train. Le procès bascule dans le psychodrame familial le plus absolu. La cour est pétrifiée, les jurés retiennent leur souffle, et Maurice Agnelet, pour la première fois depuis 37 ans, semble ébranlé. Mais le 9 avril 2014, Annie Lita, première épouse de l'accusé et mère de Guillaume, envoie un courriel menaçant de se suicider. Elle vient témoigner et désavoue complètement son fils. « Je trouve ça totalement irréaliste et rocambolesque », déclare-t-elle. « Je n'ai jamais prononcé ces propos. Une mère contre son fils. Un fils contre son père. Une famille déchirée sur le théâtre même du crime présumé. Il n'existe peut-être pas, dans toute l'histoire criminelle française, de spectacle plus douloureux, plus révélateur aussi des ravages que peut produire sur une famille entière le poids d'un crime non avoué, d'un mensonge maintenu pendant des décennies. Maurice Agnelet lui-même continue de nier, impassible, distant,
comme si rien de tout cela ne le concernait vraiment. Le 11 avril 2014, après 26 jours d'audience, le jury rend son verdict. Maurice Agnelet est reconnu coupable d'assassinat et condamné à 20 ans de réclusion criminelle. La condamnation devient définitive le 8 juillet 2015, quand la Cour de cassation rejette son ultime pourvoi. 37 ans après la disparition d'Agnès Leroux, la justice française a tranché. Sans corps, sans aveu, armé uniquement de faisceaux de présomption, d'une chronologie accablante et des mots dévastateurs d'un fils contre son père. Maurice Agnelet entre en prison, à l'âge de 76 ans, pour un crime commis à l'âge de 39. En mai 2015, la famille Leroux obtient la restitution de 3 millions d'euros, héritage avec intérêt d'Agnès, que Frattoni lui avait versé en échange de ses parts du casino. Une somme récupérée, une dette symboliquement acquittée, mais Renée Leroux, la mère qui s'est battue pendant près de 4 décennies, n'est plus là pour savourer pleinement ce dénouement. Elle s'éteint le 6 juin 2016, à l'âge de 93 ans, quelques mois seulement après avoir obtenu justice. Maurice Agnelet vieillit en prison. Il a rejeté en bloc les accusations de son fils, maintenu son innocence jusqu'au bout. Son état de santé se dégrade. En septembre 2020, le tribunal de l'application des peines de Caen accorde une suspension de peine pour raison médicale. Le parquet fait appel, estimant que cette libération anticipée n'est pas justifiée. Mais finalement, Maurice Agnelet est libéré le 24 décembre 2020. La veille de Noël, il rejoint en Nouvelle-Calédonie son second fils, Thomas, qui s'est établi là-bas. Il a 82 ans, il est libre. Le 12 janvier 2021, quelques semaines à peine après sa sortie de prison, Maurice Agnelet décède à Nouméa d'une crise cardiaque. Il emporte avec lui ses secrets. Il n'a jamais avoué, il n'a jamais dit où se trouvait le corps d'Agnès. Il n'a jamais expliqué pourquoi, ni comment, ni si vraiment c'était lui. Sa mort referme une porte que personne ne pourra plus jamais rouvrir. Agnès Leroux n'a jamais été retrouvée. Ni son corps, ni sa Range Rover blanche, ni les ultimes traces de son passage dans ce monde. Elle a été déclarée officiellement morte le 12 avril 2007 par la justice française. La date retenue pour son décès est le 26 octobre 1977 à Nice. Un acte de décès, sobre et froid, pour une vie que les hommes ont éteinte sans jamais laisser de traces. Elle avait 29 ans. Elle aimait trop, faisait trop confiance à l'homme qui l'a peut-être trahi de la pire façon qui soit. Sa mère, Renée, a consacré presque 40 ans de sa vie à réclamer justice pour elle, une femme d'une force extraordinaire, qui a refusé jusqu'à son dernier souffle que le meurtre présumé de sa fille reste impuni. L'une des grandes ironies tragiques de cette histoire, c'est que Renée est morte quelques mois après la condamnation définitive d'Agnelet, comme si elle avait tenu, juste assez longtemps, pour voir le verdict qu'elle attendait depuis 1977. Cette affaire a profondément marqué le droit pénal français. Elle a alimenté un débat fondamental sur la possibilité de condamner pour meurtre en l'absence de corps. En France, la loi n'exige pas la découverte d'un cadavre pour prononcer une condamnation. Mais prouver un homicide sans corps, sans armes, sans scène de crime, sans témoin direct, c'est un défi colossal pour l'accusation et une faille béante pour la défense. L'affaire Agnès Leroux est l'une des rares affaires françaises où cette preuve impossible a néanmoins abouti à une condamnation grâce au faisceau d'indices, à la chronologie des faits et surtout grâce au témoignage déchirant d'un fils brisé par le poids d'un secret trop lourd à porter. Elle a aussi révélé la corruption endémique qui gangrenait la Côte d'Azur des années 1970. Le mélange toxique entre la mafia locale, les hommes politiques et les milieux d'affaires, un univers où une jeune héritière naïve n'avait, peut-être, aucune chance de survivre. L'histoire d'Agnès Leroux a inspiré de nombreuses œuvres. En 2014, le réalisateur André Téchiné lui consacre un film, L'homme qu'on aimait trop,
présenté hors compétition au Festival de Cannes, avec Guillaume Canet dans le rôle de Maurice Agnelet, Adèle Haenel dans celui d'Agnès, et Catherine Deneuve dans le rôle de la mère intransigeante, René Leroux. Un film qui capte quelque chose de la beauté empoisonnée de cette histoire, de la lumière de la Méditerranée sous laquelle se dissimulent les ombres les plus noires. En 2023, Arte diffuse Tant qu'il ne retrouve pas le corps, un documentaire en 3 épisodes réalisé par Mosco Boucaud et Rémi Lenné. Des personnages clés prennent la parole pour la première fois, et l'enquête reprend avec les yeux du présent posés sur des événements vieux de presque 50 ans. En 2024, France 2 propose Tout pour Agnès, une mini-série avec Michel Larocque dans le rôle de René Leroux, une façon, encore, de ne pas laisser cette histoire se noyer dans l'oubli. Car Agnès Leroux mérite qu'on se souvienne d'elle non pas comme une victime abstraite, mais comme une femme réelle, complexe, qui a aimé, qui a choisi, qui a peut-être été manipulée, et qui a payé de sa vie le prix de sa confiance aveugle. Alors, qu'est-il vraiment arrivé à Agnès Leroux dans ces derniers jours d'octobre 1977 ? La version officielle, retenue par 3 cours d'assises et la Cour de cassation, pointe Maurice Agnelet comme son assassin. Un homme qu'il aimait peut-être à sa manière, mais qui convoitait surtout sa fortune, son influence sur le casino et les 3 millions de francs versés par Frattoni. Un homme qui a maintenu son alibi pendant 22 ans grâce à la complicité de son autre maîtresse. Un homme dont le propre fils, rongé par la culpabilité, a fini par briser le silence devant une cour d'assises. Un homme mort libre en Nouvelle-Calédonie, sans avoir jamais dit la vérité. Et pourtant, le doute subsiste, toujours. Les partisans de la thèse mafieuse n'ont pas totalement tort de rappeler que la Côte d'Azur des années 1970 était un terrain de jeu dangereux, que Frattoni, Zampa, Médecin, ces noms-là n'étaient pas des fictions, que des hommes ont pu avoir intérêt à faire disparaître Agnès pour d'autres raisons encore. Le corps ne sera peut-être jamais retrouvé. La vérité absolue ne sera peut-être jamais connue. Et c'est précisément pour cela que cette affaire continue de hanter ceux qui la découvrent. L'affaire Agnès Leroux, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a voulu se libérer et qui est peut-être morte pour cela. C'est l'histoire d'une mère qui a refusé d'accepter le silence et qui a bataillé pendant 40 ans pour que son combat ait un sens. C'est l'histoire d'un homme froid et calculateur qui a peut-être commis le crime presque parfait, car sans corps, sans aveu, la condamnation reste fragile aux yeux de l'histoire, même si elle est définitive aux yeux de la loi. C'est aussi l'histoire de la Côte d'Azur belle, solaire et profondément corrompue dans ces années-là, où les casinos étaient des empires, où la mafia tenait des fils invisibles, où les hommes politiques regardaient ailleurs. Si vous avez aimé cette narration, si cette histoire vous a touché, bouleversé, tenu en haleine jusqu'à la dernière seconde, alors laissez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Contes Criminels pour ne manquer aucune de nos prochaines investigations. Et partagez cette vidéo autour de vous, parce qu'Agnès Leroux mérite d'être connue, mérite d'être pleurée, mérite de ne jamais être oubliée. À très bientôt pour notre prochaine enquête.